pèse cette petite pièce de métal froid au creux de ta main. Une clé de maison. Pour tes parents, pour l'ancien système éducatif et pour toute la société bien pensante, cet objet est le symbole ultime de la réussite, de la sécurité et de la maturité financière. On t'a répété en boucle depuis l'enfance qu'acheter ta résidence principale était le premier devoir d'un adulte responsable, qu'un loyer était de l'argent jeté par la fenêtre, que la location était une honte économique réservée aux gens qui n'avaient pas encore compris les règles du jeu. Cette conviction est si profondément ancrée dans la culture collective qu'elle échappe complètement à tout questionnement rationnel. Elle n'est pas présentée comme une opinion, elle est présentée comme une évidence. Voici une vérité brute et inconfortable que personne dans ton entourage n'osera jamais te dire, cette clé n'est pas le symbole de ta sécurité. C'est le verrou d'une prison temporelle construite spécifiquement pour capturer tes années les plus productives et les plus créatives. Dans cette vidéo, je te fais une promesse solennelle, si tu restes concentré jusqu'au bout, tu vas découvrir l'architecture invisible du crédit immobilier qui transforme un rêve légitime en un gouffre financier, et tu repartiras d'ici avec la clarté stratégique exacte pour ne plus jamais être l'otage économique de ton propre toit. Regarde la perversité de cette injonction sociale. On pousse des jeunes de 25 ou 30 ans, au moment précis où ils devraient prendre des risques, lancer des projets, explorer des marchés et bâtir des compétences à haute valeur, à s'enchaîner volontairement à un morceau de béton pour le prochain quart de siècle. Au moment même où leur cerveau est neurologiquement câblé pour la prise de risque, la créativité et l'adaptation rapide, on leur vend l'idée que la sagesse consiste à s'immobiliser. C'est le triomphe du mode survie du cerveau primitif, ce besoin archaïque d'un abri physique fixe, cyniquement instrumentalisé par le secteur bancaire et l'industrie publicitaire pour transformer une anxiété biologique en un produit financier rentable. On te fait croire que tu construis un patrimoine, alors que le système te pousse simplement à devenir le meilleur client de sa propre dette. Tu te sens rassuré parce que tout le monde autour de toi fait la même chose, oubliant que la normalité moderne consiste à vivre stressé, endetté et terrorisé à l'idée de perdre son emploi. Le conformisme de masse n'a jamais été une garantie de justesse. Il a seulement toujours été une garantie de confort psychologique à court terme. Mais arrêtons les discours abstraits. Laissons parler les chiffres. Prenons un calcul simple, rigoureux et indiscutable. Imaginons que tu achètes un appartement standard d'une valeur de 300 000 € dans une ville moyenne française. Ton banquier bienveillant te propose un crédit sur 25 ans à un taux d'intérêt de 4%. La mensualité de 1 583 € semble gérable par rapport à tes revenus actuels et nettement comparable à un loyer du marché. Tout paraît raisonnable en surface. Mais calculons maintenant le coût réel de cette opération. Au bout de ces 25 longues années, tu n'auras pas payé 300 000 €. Tu auras versé à la banque un total de 475 000 €, hors assurance obligatoire qui ajoute facilement 30 000 € supplémentaires, et hors taxes foncières annuelles. Cela représente 175 000 € payés uniquement pour le droit de travailler pour un établissement financier pendant un quart de siècle. L'équivalent de 10 années de salaire net moyen, dépensés en intérêts et frais, pour posséder des murs qui auront vieilli et qui nécessiteront des dizaines de milliers d'euros de travaux supplémentaires avant que tu ne puisses les revendre dans de bonnes conditions. Pose-toi cette question honnêtement. Est-ce que tu possèdes vraiment cette maison, ou est-ce que le système te possède? Si tu cesses de payer ta mensualité pendant seulement 3 mois consécutifs, le contrat te rappelle sa nature réelle avec une brutalité remarquable. La banque engage la procédure de saisie, récupère le bien, le revend aux enchères pour couvrir sa créance, et toi tu te retrouves à la rue sans le capital que tu avais investi. Pendant 25 ans, tu n'es pas propriétaire au sens souverain du terme, tu es locataire premium d'un établissement financier, en assumant en plus tous les risques juridiques, toutes les taxes foncières et tous les frais d'entretien que le propriétaire traditionnel n'a jamais à gérer. Et parce que cette charge fixe est incompressible, tu te retrouves prisonnier d'un emploi ou d'une situation que tu aurais peut-être quitté depuis longtemps, simplement parce qu'aucune mensualité ne peut manquer sans déclencher une mécanique d'exclusion. Ta capacité à saisir des opportunités professionnelles, personnelles ou géographiques est structurellement paralysée par ce poids mensuel. Tu deviens un rouage prévisible, docile dans le bon sens du terme pour le système, et parfaitement contrôlable par les structures économiques qui se nourrissent de ta stabilité forcée. Pourtant, alors même que tu te débats chaque mois pour honorer cette obligation immobilière en croyant sincèrement faire le bon choix, un mécanisme encore plus insidieux et totalement invisible est en train d'éroder la valeur réelle de ton investissement de l'intérieur. Un piège structurel si déroutant que ni ton banquier souriant, ni ton agent immobilier enthousiaste ne prendront jamais le risque de t'avouer,
car sa simple révélation détruirait instantanément l'illusion de sécurité sur laquelle repose l'intégralité de ce marché. Ce mécanisme que le système dissimule avec soin, c'est le coût d'opportunité, couplé à l'illusion de la capitalisation passive. Lorsque tu verses ta mensualité de 1 583 € chaque mois, ton esprit se complaît dans l'idée rassurante que tu places de l'argent dans un actif tangible qui t'appartiendra un jour. Tu vois une brique. Tu vois de la solidité. Tu vois un investissement qui résiste à l'érosion du temps. C'est une erreur de logique économique fondamentale. Pendant que tu immobilises ton capital dans du béton, cet argent est figé, neutralisé, incapable de travailler pour toi. Il ne génère rien. Il n'apprend rien. Il ne se multiplie pas, regarde les chiffres froidement. Si au lieu de bloquer un apport initial de 50 000 € et de t'engager sur 25 ans de mensualité, tu avais alloué cette somme et cette même capacité d'épargne mensuelle vers des actifs à rendement composé historiquement accessibles, la trajectoire patrimoniale aurait été exponentiellement différente. Le crédit immobilier traditionnel ne crée pas de richesse active, il stabilise la lenteur en lui donnant l'apparence rassurante de la sagesse collective. C'est mécaniquement une stratégie d'ancrage de la classe moyenne. Les institutions financières ont parfaitement compris que pour maintenir un flux de remboursement stable sur plusieurs décennies, il faut arrimer les emprunteurs à leurs obligations mensuelles avec une force gravitationnelle suffisamment puissante. Un individu engagé sur 25 ans ne démissionne pas sur un coup de tête, ne lance pas un projet entrepreneurial risqué, ne traverse pas une période de transition professionnelle sans calculer à l'euro près l'impact sur sa mensualité. Sa tolérance naturelle au risque, qui devrait être maximale entre 25 et 40 ans, est artificiellement comprimée par cette charge fixe incompressible. Sa capacité à saisir des opportunités est sacrifiée sur l'autel d'une sécurité qui n'est en réalité que de la prévisibilité financière pour l'institution prêteuse. Tu passes tes meilleures années, celles où ton niveau d'énergie, ton ambition et ta capacité d'adaptation sont au sommet, à rembourser des intérêts bancaires, pour espérer jouir d'un toit théoriquement gratuit à l'âge où ta propension naturelle à l'aventure aura de toute façon considérablement décliné. C'est un arbitrage temporel profondément défavorable, soigneusement emballé dans le papier cadeau de la prudence. Et les coûts cachés ne s'arrêtent pas aux intérêts. On te présente systématiquement la valeur brute de l'immobilier qui tend à monter sur le long terme, mais ce chiffre flatteur ne tient aucun compte de la réalité des charges périphériques. Les taxes foncières progressent structurellement avec les révisions cadastrales et les besoins budgétaires des collectivités locales. Les charges de copropriété s'alourdissent avec le vieillissement des immeubles et le renforcement des normes de gestion. Les travaux de rénovation énergétique, désormais imposés par la réglementation environnementale sous peine d'interdiction de location ou de décote à la revente, représentent des dizaines de milliers d'euros que personne ne mentionne lors de la signature chez le notaire. Sans compter les pannes de chaudière, les infiltrations d'eau, les problèmes d'isolation ou les mises aux normes électriques que tu assumes désormais seul, sans filet. Si tu agrèges l'ensemble de ces coûts périphériques réels à la charge d'intérêt bancaire sur 25 ans, le rendement net de la pierre s'effondre pour se rapprocher, voire descendre sous le taux d'inflation réel dans de nombreux marchés secondaires. Le système a réussi un tour de force remarquable, te faire financer un actif dont la rentabilité nette profite principalement aux intermédiaires banques, notaires, agences, État via les taxes, tout en te laissant l'entière responsabilité des risques, des aléas et de l'entretien quotidien. Sous cette pression financière constante et invisible, quelque chose se transforme profondément dans ta psychologie de décision. Une inquiétude diffuse s'installe, une anxiété de fond qui dicte progressivement tes choix professionnels et personnels sans que tu en aies pleinement conscience. Tu acceptes des compromis que tu aurais catégoriquement refusés si ton bilan était liquide et libre. Tu restes dans un poste qui ne te correspond plus parce que la mensualité arrive le 5 du mois et que tu ne peux pas te permettre un mois sans revenu. Tu renonces à cette opportunité de collaboration à l'autre bout du pays parce que ton bien doit être géré, loué ou vendu dans des conditions que tu ne contrôles pas entièrement. La pierre, qui devait être ton refuge et ta fondation, devient insidieusement une contrainte structurelle sur ta liberté de mouvement. Les médias, les réseaux sociaux et les conversations de famille continuent pourtant de célébrer l'accession à la propriété comme le sommet incontestable de la réussite adulte, créant une pression mimétique d'une puissance extraordinaire sur ceux qui hésitent encore à franchir le pas. C'est la victoire du conformisme économique sur la liberté d'action individuelle, orchestrée par un récit culturel suffisamment robuste pour se perpétuer sans même avoir besoin de publicité supplémentaire. Pourtant, alors même que tu penses avoir mesuré l'intégralité de cette équation et que tu commences à t'accommoder mentalement de ce compromis, une force extérieure, infiniment plus agressive et plus moderne, s'apprête à faire irruption dans cet équilibre précaire.
Une dynamique de marché inédite, propulsée par la transformation technologique de l'économie et l'évolution profonde des modes de vie, qui est en train de modifier structurellement la liquidité même des actifs immobiliers physiques. Un bouleversement systémique dont l'origine se trouve précisément là où tu t'y attends le moins. Cette force qui s'apprête à redéfinir durablement la valeur de l'immobilier physique, c'est la fin progressive et irréversible de l'ancrage géographique obligatoire dans une économie en voie de dématérialisation accélérée. Le monde traverse une mutation structurelle dont nous ne mesurons encore que les premiers effets. L'ancien modèle économique industriel avait besoin que les travailleurs restent localisés, physiquement présents et géographiquement prévisibles, pour alimenter les usines, les bureaux et les services de proximité. La maison était donc un outil de production économique autant qu'un lieu de vie, elle fixait la main-d'œuvre là où le capital avait besoin d'elle. Aujourd'hui, une part structurellement croissante de la valeur économique se crée dans des environnements numériques, décentralisés, accessibles depuis n'importe quel point de la planète disposant d'une connexion correcte. Cette transformation ne concerne plus seulement les profils techniques ou les freelances atypiques, elle touche désormais la gestion, la finance, le droit, le conseil, le marketing et des dizaines de secteurs traditionnellement attachés au présentiel. Pendant que les professionnels les plus mobiles arbitrent librement leur lieu de vie selon les opportunités économiques, la fiscalité locale et la qualité de vie subjective, une contrainte hypothécaire de 25 ans fiche définitivement ta position géographique sur l'échiquier à l'instant précis où la mobilité devient un avantage compétitif réel. Observe comment les États sous pression budgétaire gèrent structurellement leurs besoins croissants de recettes fiscales. Quand les dépenses publiques dépassent durablement les revenus, quand la dette publique s'accumule et que les agences de notation commencent à s'agiter, les gouvernements font face à une contrainte politique simple, ils doivent taxer davantage, mais ils ne peuvent pas se permettre de faire fuir les bases fiscales mobiles sans déclencher une crise économique immédiate. Les capitaux numériques s'optimisent ou migrent vers des structures juridiques plus efficientes. Les revenus des travailleurs hautement qualifiés s'orientent vers des pays à fiscalité plus compétitive. L'immobilier physique, lui, ne bouge pas. Il est par définition la cible idéale d'un État qui a besoin de liquidités, immobiles, identifiables, cadastrées, évaluables et incontestables. C'est pourquoi les charges liées à la propriété physique, taxes foncières, contributions spéciales de copropriété, normes environnementales obligatoires et coûteuses, diagnostics réglementaires, suivent une tendance structurellement haussière qui ne dépend pas des cycles politiques mais de la mécanique profonde des finances publiques. Ton bien immobilier n'est pas qu'un refuge personnel. Il est aussi, qu'on te l'ait dit ou non, une assiette fiscale stable, prévisible et parfaitement captive pour des décennies. Le piège se referme encore plus précisément quand on projette l'évolution démographique et sociologique des 20 prochaines années. Les nouvelles générations de professionnels à haute valeur ajoutée adoptent massivement des modes de vie fondés sur la flexibilité résidentielle. La location meublée de qualité, le co-living haut de gamme, le télétravail depuis des villes secondaires moins chères, le nomadisme numérique organisé, ces pratiques ne sont plus des tendances marginales réservées à quelques aventuriers atypiques. Elles constituent une réponse rationnelle et croissante à un marché du travail qui lui-même s'est profondément flexibilisé. Dans les marchés secondaires, dans les villes moyennes dont l'attractivité économique est incertaine et dans les périphéries urbaines fragilisées par les mutations industrielles, cette transformation de la demande se traduit concrètement par une contraction progressive du nombre d'acheteurs solvables disponibles. Le jour où tu voudras vendre ton bien pour saisir une opportunité ailleurs, pour accompagner une mobilité professionnelle, pour traverser une période de transition personnelle ou simplement pour évoluer vers un logement mieux adapté à ta situation du moment, tu pourrais découvrir avec une surprise douloureuse que la liquidité de ton actif n'est pas celle que tu imaginais au moment de signer chez le notaire. Un bien immobilier n'est un actif au sens financier du terme qu'à la stricte condition de trouver un acquéreur solvable au prix souhaité, dans le délai souhaité. Sans ces deux conditions réunies simultanément, c'est un passif. L'ensemble de cette architecture, crédits longs aux intérêts massifs, coûts périphériques sous-estimés, pression fiscale structurellement croissante et liquidité incertaine sur les marchés secondaires forment un système parfaitement cohérent. Non pas par une conspiration organisée entre acteurs malveillants, mais par une convergence naturelle d'intérêts entre des intermédiaires qui profitent collectivement d'un marché où les acheteurs s'engagent à très long terme et où les coûts de sortie sont suffisamment élevés pour décourager le réexamen rationnel de la décision initiale. La propagande immobilière ne dit jamais que c'est un piège. Elle dit que c'est de la sagesse multigénérationnelle éprouvée. Et c'est précisément ce positionnement rhétorique qui la rend si difficile à questionner et si redoutablement efficace sur des décennies. Pourtant, ce diagnostic n'est pas une condamnation. Il n'existe pas qu'une seule façon de construire une sécurité financière réelle. Il existe une sortie,
un arbitrage précis et contre-intuitif que la majorité des esprits n'envisagent jamais parce qu'ils ont été conditionnés depuis l'enfance à croire que louer c'est perdre et qu'acheter c'est gagner, sans jamais avoir posé les conditions de validité de cette équation. Mais pour comprendre cet arbitrage dans toute sa clarté opérationnelle, tu dois d'abord affronter une dernière contradiction interne, la plus difficile à accepter, celle qui détient pourtant la formule exacte pour transformer une contrainte perçue en levier de liberté réelle et durable. Cet arbitrage fondamental, c'est le choix conscient et délibéré de la liquidité dynamique contre l'immobilisation contrainte. Lorsque tu décides de rejeter la logique du crédit à 25 ans, ton cerveau commet souvent une seconde erreur stratégique symétrique à la première, il s'oriente instinctivement vers l'épargne passive sur un compte bancaire classique ou un livret réglementé, en croyant avoir gagné sa liberté, alors qu'il laisse simplement l'inflation éroder silencieusement et méthodiquement son pouvoir d'achat réel année après année. Stocker de l'argent immobile dans un compte qui rapporte 3% quand l'inflation réelle dépasse ce niveau, c'est perdre de la richesse en croyant la conserver. La vraie souveraineté financière ne consiste pas à accumuler de l'argent en attente d'une certitude qui n'arrivera jamais. Elle consiste à déployer un capital actif, avec méthode et discipline, là où se trouve la croissance réelle et le rendement composé sur longue période. C'est l'exact opposé de la logique hypothécaire. Au lieu de verser chaque mois ton énergie productive à un établissement bancaire en échange de murs passifs qui se déprécient en termes réels, tu fais de ton capital un outil vivant, capable d'acheter progressivement ta liberté de mouvement, de financer tes propres projets à fort potentiel de croissance et de te constituer une protection réelle contre les chocs systémiques et les retournements de cycle. C'est aussi, et peut-être surtout, une transformation psychologique profonde que tu dois opérer. La plus difficile n'est pas technique. Elle est identitaire. Tu dois accepter de renoncer à la validation sociale immédiate que procure le statut de propriétaire, cette reconnaissance collective qui rassure ta famille, impressionne tes collègues et te donne le sentiment d'avoir coché la bonne case, au profit d'une liberté moins visible, moins photogéniable sur les réseaux sociaux, mais infiniment plus opérationnelle dans ta vie quotidienne réelle. Réfléchis à cette comparaison concrète. Il est stratégiquement et financièrement plus puissant de posséder un portefeuille d'actifs liquides et diversifiés de 200 000 € tout en restant locataire flexible d'un appartement parfaitement calibré pour ta vie actuelle, que de posséder des murs à crédit qui t'imposent une mensualité incompressible, une localisation fixe et une dépendance totale à la stabilité de tes revenus pendant 25 années de ta vie. La richesse réelle ne se mesure pas à ce qui figure sur un acte notarié. Elle se mesure à la liberté d'action concrète que ton capital te confère au quotidien, à ta capacité à dire non quand il le faut, et à ta faculté de saisir une opportunité sans devoir d'abord calculer si ta mensualité sera couverte. La philosophie doit maintenant laisser place à l'action mécanique et concrète. Voici les 3 étapes exactes à appliquer pour reprendre structurellement le contrôle de ta trajectoire financière. Première étape, assainir ton espace de décision. Désactive toutes les alertes des applications immobilières et prends l'engagement ferme de ne plus visiter de biens à crédit pour une période déterminée. Non pas par peur de l'immobilier, mais parce que la psychologie de la décision est impitoyable sur ce point, chaque visite active le biais de l'engagement et de la projection émotionnelle. Tu ne peux pas évaluer avec lucidité une décision financière qui engagera 25 années de ta vie dans un appartement où tu as déjà mentalement placé tes meubles. La clarté stratégique ne peut émerger que dans un espace mental libéré de la pression de l'imminence. Commence par là. Ce n'est pas de la passivité, c'est de la discipline cognitive. Deuxième étape, construire une réserve de liquidité stratégique. Constitue méthodiquement une épargne équivalente à 12 mois de tes dépenses courantes sur un support sécurisé, liquide et immédiatement accessible. Cette réserve n'est pas de l'argent mort qui attend sans raison. C'est le mécanisme neurologique qui désactive ton mode survie et déverrouille ta capacité de pensée stratégique à long terme. La recherche en économie comportementale est formelle, tant que le cerveau perçoit une menace de pénurie financière à court terme, il est biologiquement incapable d'évaluer correctement des opportunités dont les bénéfices se matérialisent sur plusieurs années. La sécurité de base n'est pas un luxe ou une posture confortable. C'est le prérequis physiologique de la pensée rationnelle et ambitieuse. Troisième étape, déployer ton surplus de manière systématique et sans interruption. Chaque mois, sans exception et sans attendre le moment parfait qui n'existe pas, oriente ton excédent financier disponible vers 2 catégories précises et complémentaires, des compétences directement monétisables sur un marché global qui augmente ta valeur économique indépendamment de ta localisation géographique, et des actifs liquides diversifiés à rendement composé sur longue période. Ces 2 leviers partagent une propriété fondamentale que le crédit immobilier ne possède pas,
il renforce simultanément ta valeur sur le marché du travail et ta liberté de mouvement géographique. Tu ne te contentes pas d'accumuler passivement. Tu construis une position d'indépendance croissante, un capital sur toi-même et sur ta liberté d'action, que ni une crise de marché immobilier, ni une saisie bancaire, ni une hausse de taxes foncières ne peuvent enlever. En appliquant ce protocole avec une régularité froide et méthodique, tu sors définitivement de la logique de la dette subie pour entrer dans celle du capital actif et orienté. Tu cesses d'être une cible prévisible et captive pour les systèmes qui se nourrissent structurellement de l'immobilisme des épargnants, et tu deviens l'architecte conscient de ta propre trajectoire de liberté. Les chiffres ne mentent jamais, et les structures économiques récompensent toujours la régularité disciplinée sur le long terme. La vraie richesse n'a jamais été une question de murs possédés à crédit, vendus comme des investissements miracles par des intermédiaires dont les intérêts divergent fondamentalement des tiens. C'est une question de capital intelligemment orienté, de compétences rares cultivées avec constance, et de liberté d'action soigneusement préservée dans les décisions du quotidien. Le monde ne se divise pas entre propriétaires et locataires. Il se divise entre ceux qui possèdent leur temps et ceux qui l'ont volontairement hypothéqué. Tu as maintenant les clés des deux côtés de cette équation, et la clarté pour faire la différence entre une conviction sincère et un conditionnement économique. Le prochain mouvement t'appartient entièrement. Préfères-tu construire un patrimoine qui te possède, ou bâtir une liberté qui t'appartient ?